Bonjour, en fait on est le jeudi 21 août 2014 et en général je fais ces vidéos le vendredi, mais si vous avez regardé un peu le blog, vous verrez que demain je suis à Dardilly où je participe à un colloque d'agriculteurs qui essayent de faire et de penser les choses autrement. Et comme je dois partir très tôt, parce que ça se passe à Lyon et moi j'habite en Bretagne, je fais ma vidéo maintenant. De quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler du fait que il y a parfois des gens qui masticotent un peu euh, en essayant de mettre ensemble ce que je dis sur la finance ou sur l'économie avec ce que je raconte sur la psychanalyse, sur les sciences cognitives, qui est des choses dont je me suis occupé à une autre époque et dont j'aimerais bien m'occuper un petit peu à nouveau. Alors j'ai un bouquin sur Keynes, vous le savez sans doute. Ben, il y en a un autre d'abord qui se paraît le 10 septembre, c'est bientôt, avec des entretiens avec Bruno Coleman, coordonnés par Marc Lamberts. Et après, j'essaye de terminer ce bouquin sur Keynes, qui est pratiquement terminé. Je vais me laisser jusqu'à la fin de l'année pour le finir. Et après j'ai envie de mettre un petit peu ensemble toutes ces choses que j'ai dites au fil des années, dites et écrites, sur la manière dont nous fonctionnons, non pas comme société ou comme économie ou comme ensemble, mais comme individu. Qu'est-ce que c'est que ce corps auquel est attachée une conscience? Quels sont les rapports entre les deux? Comment ça marche? Bon, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé il y a longtemps. Et je même publié un bouquin qui, dans cette lignée-là de réflexion, qui a été publié en 1989 et qui s'appelait Principe des systèmes intelligents, à l'époque où je travaillais directement sur des projets d'intelligence artificielle pour British Telecom. Et je voudrais mettre tout ça ensemble, parce qu'on me dit, voilà, écoutez, vous dites qu'on ne prend jamais véritablement de décision, qu'il n'y a pas de décision véritablement consciente, qu'il n'y a que des décisions inconscientes. Alors, comment vous expliquez, par exemple, le fait que vous ayez envie d'écrire un bouquin sur Keynes? C'est quand même une décision que vous avez un jour prise, vous avez eu la volonté de l'écrire. Et oui, oui, c'est une manière de lire les choses. Si les mots intention et volonté ne renvoyaient à rien que nous puissions comprendre, nous ne les aurions jamais inventés. Nous avons l'impression qu'il y a une volonté, nous avons l'impression qu'il y a des intentions, mais il y a moyen d'expliquer ça en termes de boucles qui se ferment, de gradients, on pourrait utiliser des expressions physiques, puis de potentiel, et c'est ce que j'ai commencé à faire dans le principe des systèmes intelligents et aussi dans quelques articles par la suite. Il y a moyen d'expliquer ça. Il y a moyen de pouvoir dire, voilà, je vais construire une maison et après j'habiterai dedans, sans qu'il n'y ait jamais véritablement d'intention qui fonctionne comme on le voudrait. On se crée un souci à l'intérieur d'un paysage, qui est le paysage de notre mémoire, et ce souci va devenir un attracteur qui va attirer des comportements que nous pouvons faire. Alors, ça ne demande pas une volonté de la part de qui que ce soit à un moment quelconque. Ou s'il y a une volonté qui a l'impression de s'exprimer, en fait, c'est une illusion. Je donne un exemple. Si vous mettez une bille sur un plan incliné, ou même sur un plan incliné très compliqué, avec des rigoles, etc., eh bien, la bille va se retrouver quelque part par la suite. Il y a peut-être vous allez même peut-être mettre des branchements qui sont subtils, ce qui fait qu'il suffira une toute petite différence d'angle dans la manière dont la bille abordera ce tournant, qui fera elle ira d'un côté ou de l'autre de la bifurcation. Vous pouvez le construire d'une certaine manière, qui fait qu'une fois sur deux, la bille ira à droite et une fois sur deux, la bille ira à gauche. Est-ce que la bille a jamais une intention? Non, c'est la gravité qui l'a fait aller à un endroit particulier. Et notre mémoire, associée à des valeurs d'affect, peut fonctionner exactement de la même manière que cela, c'est-à-dire comme un plan incliné qui nous entraîne dans une direction particulière.
Alors, ce qu'il y a, c'est que notre dynamique, la bille chez nous atteint un fond, elle atteint le fond du puits à certains moments, et puis tout ça se relance. Ça se relance par une dynamique intérieure, ça se dynamite, ça se relance par une dynamique extérieure, parce qu'il se passe tout le temps des choses à l'extérieur. Mais nous avons aussi des choses que nous appelons des humeurs, nous avons des choses qui se passent à l'intérieur de notre estomac, qui nous font penser telle chose à tel moment et telle autre à tel autre. Quand on a très mal à l'estomac, en général, on raisonne de manière un petit peu paranoïaque, c'est bien connu. Tout le monde sait ça. Quand on va bien, eh ben, on pense de manière beaucoup plus détendue et des choses de cet ordre-là. Alors, comment est-ce qu'on explique alors ce qu'on fait soi-même? Ça ne conduit pas à un fatalisme qu'on pourrait imaginer. Ça ne conduit pas à un fatalisme, le fait qu'on sache, qu'on ne décide jamais véritablement ce qui se passe, qu'on est là dans un destin, on est dans un destin. Mais dans ce destin, on a le sentiment de prendre des décisions, et des décisions qui sont parfois, je dirais, cornéliennes, avec des conflits, on est dans des tragédies grecques à certains moments, et une décision est prise. Mais le fait est que cette décision est prise, et avec toute l'angoisse que nous pouvons, toute l'anxiété que nous pouvons ressentir à ce moment-là, tout ça, toute cette angoisse, toute cette anxiété, tout cela, ça fait partie de la machinerie, ce sont des humeurs, ce sont des hormones qui vont plus dans un sens et moins dans l'autre, qui sont released, qui sont dégagées dans le système en quantité plus ou moins importante et qui font qu'on est d'une certaine manière. Le paradoxe, il est tout à fait intéressant, c'est que la personne qui a découvert ça, qui s'appelle M. Benjamin Libet et qui est mort il y a plusieurs années, il ne s'est jamais réconcilié avec ça. Il n'est jamais arrivé à admettre ce qu'il avait découvert. Il avait découvert ce que, bon, et il a essayé de prouver que c'était pas vrai, et d'autres ont essayé de prouver que c'était pas vrai. Ils n'y sont jamais arrivés. Que ce qui apparaît dans notre cerveau comme étant l'intention de faire quelque chose apparaît une demi-seconde, ce qui est lent, ce qui est beaucoup pour un système biologique comme le nôtre, une demi-seconde. Notre intention apparaît dans notre cerveau une demi-seconde après que nous ayons posé l'acte. Et alors, qu'est-ce qu'il a commencé à faire, M. Libet? Il a commencé par dire que peut-être le temps allait à reculons dans certaines circonstances, et puis il est allé imaginer qu'il y avait peut-être, pendant cette demi-seconde, il y avait peut-être, entre ce qui arrive, entre ce qui est décidé et ce qui arrive à la conscience, il y a peut-être quand même une manière pour la conscience de remonter le temps dans le mauvais sens, de gagner peut-être une demi-seconde et de prendre une décision par rapport à ce qui est, d'interférer avec la décision qui est prise. Mais non, monsieur Libet, tout mort que vous soyez, ce que vous avez mis en évidence, c'est que ça n'arrive à la conscience qu'une demi-seconde plus tard. Alors, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, et c'est ce que vous avez essayé de faire pour essayer de faire remonter de la conscience vers la décision qui a été prise. Ce n'est pas possible. Vos instruments ne vous ont pas trahi. Vos expériences ont été bien faites. Il y a des milliers de gens qui ont essayé de prouver que vous aviez mal fait vos expériences, mais non, vous les avez bien faites. Il y a des tas de philosophes de la cognition qui sont allés expliquer, parce que ça les dérangeait énormément, ça n'allait pas ça, hein, on peut pas. J'ai écouté un psychanalyste l'autre jour qui expliquait que la relation, dit-il, entre l'intention et la réalisation est ténue, est fragile, elle est fragile. Elle est tellement fragile qu'elle n'existe pas, c'est ça, sa fragilité est tout à fait ultime, non, ça n'existe pas. Alors, il faut que nous arrivions à comprendre comment ça marche, alors que l'image de ce que nous avons fait, elle arrive à la conscience avec une demi-seconde de retard. Et Libet a bien montré que notre système nerveux s'arrange pour nous donner des impressions de simultanéité. Et c'est très important parce que, effectivement, si je me brûle au bout d'un doigt, hein, il faut le temps que l'air pression revienne jusqu'au système nerveux. Voilà, ça doit remonter tout le bras. Ça ne peut pas le faire à une vitesse infinie, pas à la vitesse de la lumière, parce que c'est un système physique qui se trouve là. Quand je vois que je brûle mon doigt, ça c'est cet instantané, et entre mon nerf, comment il s'appelle, bon, mon nerf optique, entre mon nerf optique et le cerveau, ça va beaucoup plus vite. Il faut un système pour que mon cerveau ait l'impression que le doigt que je vois brûler et que je sens brûler, que les deux impressions soient simultanées.
on a inventé la conscience pour ça. La conscience nous permet de remettre tout ça en synchronie sans devoir faire autrement. Mais cette conscience est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Cette conscience, une fois qu'on voit tout ça, c'est comme le cinéma, hein, une fois qu'on voit tout ce qui s'est passé, qu'on a fait, à ce moment-là, on peut avoir peur, on peut être content, etc. Et ça fait une rétroaction dans le système. Cette peur ou cette satisfaction ou ces autres sentiments viennent s'associer à ce qui vient de se passer. Et ça va remettre le système dans un état particulier. Par exemple, que je vais être honteux de ce qui s'est passé. Parce que la honte, c'est ça. Hein. La honte, c'est pas simultané. On ne fait pas quelque chose et on est honteux au moment de le faire. C'est un bon exemple. On est honteux de quelque chose après, une fois que ça arrive à la conscience, qu'on l'a fait. Quand les gens disent qu'ils ne comprennent pas comment ça marche et ça vient de me venir maintenant, le mécanisme de la honte vous montre bien. Je ne vais pas faire quelque chose et me dire je vais être honteux de le faire. Non. C'est quand ça arrive à la conscience que je me dis merde, j'aurais pas dû faire ça. Que je ne suis pas fier de moi-même. Voilà. Si tout ça était simultané, si on faisait que des choses qu'on a vraiment l'intention de faire, on n'aurait pas tellement l'occasion d'être honteux de ce qu'on a fait. Voilà. Alors, pourquoi j'ai écrit un bouquin sur Keynes? Ça s'est fait comme ça. Quand on m'a posé la question l'autre jour, j'ai répondu la chose suivante. J'ai dit, c'est venu dans la conversation, et il y a deux personnes, l'opinion desquelles m'importe beaucoup, qui m'ont dit que ce serait une bonne idée. Pourquoi est-ce que ça m'est venu à moi même de le mentionner dans la conversation? Probablement parce que j'ai ressenti un sentiment d'insatisfaction. Quand j'ai commencé à lire des analyses de ce que Keynes avait fait, de ce qu'il avait écrit, etc., qui me semblait être à côté de la plaque. J'avais ce sentiment de malaise. Non, c'est pas ça. Bon, et le plus bel exemple, j'en ai parlé, j'ai déjà écrit ça, c'est quand il écrit cette lettre absolument ambivalente, ambiguë, pour demander le statut d'objecteur de conscience. Et il y a des gens, une demi-douzaine de gens qui se sont étripés au fil des années pour essayer d'interpréter cette lettre. Et moi, j'ai pas dû interpréter cette lettre. J'ai compris la lettre. J'ai compris la lettre parce que j'aurais écrit quelque chose de très semblable et que je voyais toute l'ironie, que je voyais toute l'insolence, que je voyais toute la manière dont il ressentait ce système. Alors pourquoi est-ce que ça c'est possible aussi? Là aussi, deux raisons possibles. La première, c'est que j'ai vécu dans le même environnement que lui. Pendant une dizaine d'années, je me suis imprégné de cela et j'ai pu comprendre comment ça marchait Cambridge. Et voilà. Et je n'ai pas gardé mes distances, je suis tombé dedans. Bon, il se fait que j'avais une copine qui m'a aidé à tomber, que j'ai découvert là, une copine qui m'a aidé à tomber dedans et je suis tombé dedans. Et voilà, j'étais comme trempé dans la soupe et je comprends comment ça marche. Et aussi, quand je lis le premier volume de Skidelsky, non pas quand il commence à parler de Keynes adolescent, mais de Keynes enfant. Les descriptions de Keynes enfant, ça me rappelle les descriptions de moi enfant qu'on m'a données. Moi, je ne les connais pas, je ne sais pas comment on me voyait de l'extérieur, mais ce qu'on m'a raconté, tout ça ressemblait. Ce qui fait que je crois qu'en grande partie, c'est ce déplaisir de lire des interprétations de Keynes qui provoque un malaise en moi, pas un malaise au point que je tombe dans les pommes, mais une dissatisfaction qui m'a conduit à dire un jour à plusieurs personnes est-ce que j'écrirais pas un livre sur Keynes et qu'elles m'ont dit oui, c'est une excellente idée, c'est le bon moment. Ça me permet effectivement, à moi, bon, c'est pas une biographie de Keynes, c'est de réfléchir sur les questions de finance et d'économie qui n'ont pas été comprises et d'avoir un point de départ pour le faire. Vous avez vu, si vous avez lu déjà certains des billets que j'ai écrits et qui vont se retrouver sous une forme, certains à peine modifiés ou très modifiés, vont se retrouver à l'intérieur de ce bouquin. Voilà. Alors, on peut considérer qu'on est un système entièrement déterministe où la conscience ne joue pas un rôle ni de volonté ni d'intentionnalité, et quand même pouvoir expliquer après coup pourquoi on fait certaines choses. Alors, le problème avec la race humaine, quand je dis la race humaine, les gens disent oui, mais non, c'est une expression, ça veut dire l'espèce humaine. C'est une vieille expression dans des anthropologues du XVIIIe et du XIXe siècle. On peut comprendre
ce qu'on est, même si on ne prend pas les décisions au moment même, parce qu'il y a la boucle de l'émotion qui vous fait revenir les choses à la conscience. Et au moment où c'est la conscience et que ça s'apprête à repartir, il y a moyen de faire des clichés, prendre des photos et de dire aux autres, voilà ce que j'ai pu comprendre sur la manière dont je fonctionne. Voilà, à la semaine prochaine.